Bienvenue dans notre collection de contes enchantés et d'histoires magiques, spécialement sélectionnés pour t'aider à t'endormir paisiblement. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et laisse-toi transporter par la magie des mots et des récits. Prépare-toi à plonger dans des mondes merveilleux où les rêves prennent vie. Bonne nuit et fais de beaux rêves. La princesse et la grenouille. Il était une fois un roi qui avait une fille unique, une princesse, qui était très belle. Un jour, alors qu'elle jouait avec une balle en or près d'un puits, la balle lui échappa des mains et tomba dans l'eau. La princesse se pencha au-dessus du puits pour essayer de la récupérer, mais la balle était trop profonde et inaccessible. La princesse se mit alors à pleurer amèrement, ses larmes tombant dans le puits. Soudain, une voix lui parla depuis l'eau. « Pourquoi pleures-tu, princesse ?» En regardant dans l'eau, la princesse vit une grenouille qui se tenait là. La grenouille lui dit « Je peux te rendre ta balle, si tu acceptes de me promettre de me laisser être ton amie et de m'honorer en me permettant de vivre avec toi au palais, de partager ta table et de dormir dans ton lit. » Bien que dégoûtée par la grenouille, la princesse était tellement désespérée de retrouver sa balle qu'elle accepta la proposition. La grenouille plongea dans le puits, et après un moment, remonta avec la balle en or dans sa bouche. Elle la rendit à la princesse, qui était ravie de retrouver son jouet précieux. Lorsque la princesse rentra au palais avec sa balle, elle oublia complètement la promesse faite à la grenouille. Le lendemain, la grenouille arriva au palais, se présentant devant la princesse en disant « Princesse, souviens-toi de ta promesse. Laisse-moi entrer dans ton palais. » Les serviteurs du palais furent bien surpris de voir une grenouille se présenter à la porte, mais la princesse se souvint alors de sa promesse et fit venir la grenouille. La grenouille demanda à être amenée à la table de la princesse et de partager le repas avec elle. Malgré son dégoût, la princesse accepta, ne voulant pas violer sa promesse. La grenouille mangea à la table avec la princesse, et, après le repas, elle demanda à dormir dans le lit de la princesse. La princesse, bien que réticente, se conforma à sa promesse et la grenouille fut installée dans le lit. À la nuit tombée, alors que la princesse était déjà au lit, elle entendit un bruit étrange et vit une lumière éclatante dans la chambre. La grenouille se transforma alors en un magnifique prince, illuminant la pièce de sa présence royale. Le prince expliqua que le sort qui l'avait transformé en grenouille avait été lancé par une sorcière malveillante, et que seul le contact d'une princesse pouvait le libérer. Le prince remercia la princesse et lui demanda si elle accepterait de devenir sa femme. Touchée par son histoire et émerveillée par sa transformation, la princesse accepta avec joie. Le prince et la princesse se marièrent bientôt, et ils vécurent heureux pour toujours. La chouette et le petit lapin. Il était une fois une chouette nommée Olivia qui vivait dans une grande forêt. Chaque nuit, Olivia survolait les arbres, observant tout ce qui se passait en dessous. Une nuit, alors qu'Olivia survolait les arbres, elle entendit un cri de détresse. Elle s'approcha du sol et vit un petit lapin blanc, nommé Max, dont la patte était coincée dans un piège métallique. Max tremblait de peur et de douleur. Olivia, avec ses grands yeux sages, observa le piège. Elle savait qu'elle devait agir vite pour libérer Max avant que le jour ne se lève. Avec beaucoup de soin, Olivia utilisa son bec et ses griffes pour ouvrir le piège. Après quelques efforts, elle réussit à libérer la patte de Max. Le petit lapin était libre, mais sa patte était blessée. Olivia guida Max vers une cachette sécurisée sous un arbre. Elle ramassa des herbes médicinales et les appliqua doucement sur la blessure de Max. Le petit lapin se sentait déjà mieux. Max, rassuré et reconnaissant, s'endormit paisiblement sous la garde d'Olivia. La chouette veilla sur lui toute la nuit, s'assurant qu'aucun danger ne les menacerait. Au matin, le soleil se leva, illuminant la forêt de ses rayons dorés.
Max se réveilla, sa patte déjà beaucoup mieux grâce aux soins d'Olivia. Max et Olivia se regardèrent avec gratitude. Ils savaient qu'ils avaient formé un lien spécial cette nuit-là. Olivia retourna à ses vols nocturnes, sachant qu'elle avait gagné un nouvel ami dans la forêt. Et ainsi, Olivia reprit ses vols nocturnes, veillant sur la forêt. Max, de son côté, apprit l'importance de l'amitié et de l'entraide. Et chaque nuit, il savait qu'une chouette sage veillait sur lui et sur tous les habitants de la forêt. Le petit chaperon rouge, un conte de Charles Perrault. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir, sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant cuit et fait des galettes, lui dit : « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade, porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit : « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ? » lui dit le loup. « Oh ! Oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. » « Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi, je m'y en vais par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là, et nous verrons à qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toutes ses forces par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand, il heurta. Toc, toc. « Qui est là ? » ?»« C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne mère grand, qui était dans son lit, à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria : « Tire la chevillette, la bobinette chéra. » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc, toc. « Qui est là ? » Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit : « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix : « Tire la chevillette, la bobinette chéra. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture : « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit : « Ma mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant.
Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Boucle d'or et les trois ours. Au fin fond des bois, le soleil brillait de mille feux. Les oiseaux chantaient joyeusement. Une petite maison se dressait au milieu des arbres. C'était la maison de trois ours. Papa ours, maman ours et bébé ours. Papa ours était grand et fort. Maman ours était gentille et aimante. Bébé ours était petit et joueur. Ils formaient une famille heureuse. La maison des ours était chaleureuse et accueillante. Elle avait une cheminée où crépitait un bon feu et des chaises confortables. La cuisine embaumait le pain fraîchement cuit. Chaque matin, les ours se réveillaient au son des oiseaux qui gazouillaient. Ils prenaient leur petit déjeuner ensemble et se préparaient pour la journée. Par un beau matin, les ours décidèrent d'aller se promener. Le soleil brillait et la forêt était animée de mille bruits. « Allons faire une promenade dans les bois. C'est une merveilleuse idée. » Bébé ours sautillait de joie, il adorait partir à l'aventure avec ses parents. Avant de partir, maman ours versa leur porridge dans des bols, elle voulait qu'ils refroidissent avant leur retour. Les ours fermèrent la porte à clé et s'engagèrent dans les bois. Ils marchèrent en bavardant, profitant de l'air frais et du soleil. Alors que les ours se promenaient dans la forêt, une petite fille nommée Boucle d'or arriva en sautillant sur le chemin. Elle s'était beaucoup éloignée de chez elle. Boucle d'or était une petite fille curieuse, toujours désireuse d'explorer. Lorsqu'elle vit la petite maison confortable des ours, elle ne put résister à l'envie d'aller y jeter un coup d'œil. La porte était entr'ouverte. Boucle d'or la poussa prudemment et entra. Elle fut émerveillée par ce qu'elle vit. La table était mise et une délicieuse odeur flottait dans l'air. Le ventre de Boucle d'or gargouilla. Elle décida de goûter au porridge. Sur la table se trouvaient 3 bols de porridge, un grand bol, un bol moyen et un petit bol. Boucle d'or avait faim. Elle goûta le porridge dans le grand bol. « Ce porridge est trop chaud », s'exclama-t-elle. Elle goûta alors le porridge dans le bol moyen. « Ce porridge est trop froid », dit-elle. Finalement, elle goûta le porridge dans le petit bol. « Ce porridge est juste comme il faut », s'écria-t-elle en le mangeant jusqu'à la dernière goutte. Après leur promenade rafraîchissante, les 3 ours rentrèrent chez eux, impatients de déguster leur porridge. « Quelqu'un a mangé mon porridge », grogna papa ours en remarquant son bol vide. « Et quelqu'un a aussi mangé mon porridge », dit maman ours en voyant son bol à moitié mangé. « Et quelqu'un a mangé mon porridge, il a tout mangé », s'écria bébé ours d'une petite voix remplie de tristesse. Les ours regardèrent autour d'eux dans leur petite maison, perplexes et un peu inquiets. Qui avait bien pu entrer pendant leur absence? En haut, profondément endormi dans le lit de bébé ours, se trouvait Boucle d'or. Soudain, elle se réveilla au son des voix des ours. Elle fut surprise de se retrouver dans une maison inconnue avec 3 ours qui la fixaient. Boucle d'or eut peur et honte. Elle était entrée dans leur maison sans permission et avait mangé leur porridge. Elle sauta rapidement hors du lit et s'enfuit de la maison aussi vite qu'elle le put. Boucle d'or avait appris une précieuse leçon ce jour-là. Il est important de respecter les maisons et les biens des autres et il n'est jamais acceptable d'entrer chez quelqu'un sans demander la permission. À partir de ce jour, Boucle d'or se promit d'être toujours respectueuse et de demander la permission avant d'entrer chez quelqu'un d'autre. Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur mère. Quand ils grandirent, elle leur dit qu'il était temps pour eux de se construire chacun une maison. Le premier petit cochon, paresseux, construisit sa maison en paille. Le deuxième, un peu plus laborieux, choisit de construire la sienne en bois.
Le troisième petit cochon, qui travaillait dur, construisit une maison en briques. Un jour, un grand méchant loup arriva dans le village. Il repéra la maison de paille du premier petit cochon et décida de l'attaquer. Il souffla, et la maison s'effondra. Le petit cochon courut se réfugier chez son frère, qui vivait dans la maison en bois. Le loup arriva bientôt à la maison en bois. Il souffla, et la maison de bois s'effondra également. Les deux petits cochons coururent se réfugier chez leur troisième frère, dans la maison en briques. Le loup arriva enfin à la maison en briques. Il souffla, mais la maison resta solide. Furieux, le loup décida de grimper sur le toit pour entrer par la cheminée. Mais les trois petits cochons avaient préparé une grande marmite d'eau bouillante dans la cheminée. Quand le loup descendit, il fut accueilli par la chaleur et s'enfuit, ne revenant plus jamais. Les trois petits cochons vécurent heureux et en sécurité dans leur maison en briques, ayant appris l'importance du travail et de la préparation. Cendrillon d'après le conte de Charles Perrault. Il était une fois un gentilhomme qui épousa, en secondes noces, une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. La noce ne fut pas plus tôt faite que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle, les tables, etc., et qui nettoyait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles, ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, tandis que ses sœurs étaient dans des chambres à parquet, où elles avaient des lits très bons. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père, qui l'aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre dans le coin de la cheminée et s'asseyait dans la cendre, ce qui faisait qu'on l'appelait communément, dans la maison, Culs-Cendron. Cependant, la cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Toutefois, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal, et qu'il en pria toutes les personnes de qualité. Nos 2 demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Pour moi, dit l'aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire. Mais, en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. On envoya quérir la bonne coiffeuse pour ajuster les coiffes à 2 rangs de mousseline, et on fit venir des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelaient Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseillait le mieux du monde, et s'offrait même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait : « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ? Hélas ! Mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. Tu as raison, on rirait bien si on voyait un Cendrillon au bal. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne, et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent presque 2 jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. Elles rompaient plus d'une douzaine de lacets, à force de les serrer pour avoir une taille plus fine, et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva, on partit, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine,
qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?»« Hélas !»« Oui, » dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, seras-tu bien sage ?» dit sa marraine. « Oui, » dit Cendrillon, en sanglotant. Sa marraine la mena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver, et l'apporta à sa marraine, ne devinant pas comment cette citrouille pourrait la faire aller au bal. Sa marraine la creusa, et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette. Aussitôt la citrouille fut changée en un beau carrosse doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière, où elle trouva 6 souris tout en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qu'elle sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette, et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux d'un beau gris souris pommelé. Comme elle ne savait où donner pour avoir un cocher. « Je vais voir, » dit Cendrillon, « s'il n'y a point quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. »« Tu as raison, » dit sa marraine, « va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un, à cause de sa maîtresse Barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher, qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, elle lui dit « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir, apporte-les-moi. » Elle ne les eut pas plutôt apportés que sa marraine les changea en 6 laquais, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés, et s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose en leur vie. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise ? » « Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Ainsi parée, elle monta dans son carrosse. Mais sa marraine lui recommanda surtout de ne pas demeurer au bal au-delà de minuit, l'avertissant que si elle y restait un moment de plus, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, on ne pouvait se lasser de l'admirer. Le fils du roi, qu'on vint avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut au-devant d'elle. Il lui donna la main à la descente du carrosse, et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit un grand silence. On cessait de danser, et les violons ne jouaient plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n'entendait qu'un murmure confus. « Ah ! Qu'elle est belle !» Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder, et de dire tout bas à la reine qu'il y a longtemps qu'il n'avait vu une si belle et aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât de si beaux étoffes et de si habiles ouvrières. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce, qu'on l'admirait encore plus. On apporta une fort belle collation, dont le jeune prince ne mangea point, tant il était occupé à la contempler. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs. Elle leur fit 1000 honnêtetés. Elle leur fit par des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elle ne la reconnaissait point. Comme elle causait, Cendrillon entendit sonner 11h trois quarts. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et,
après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle voudrait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait prié. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs heurtèrent à la porte. Cendrillon leur alla ouvrir. « Que vous êtes longtemps à revenir » leur dit-elle, en bâillant, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle l'avait quitté. « Si tu étais venue au bal, dit une des sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venue la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 civilités. Elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était bien en peine et qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit : « Elle était donc bien belle ? Mon Dieu, que vous êtes heureuse. Ne pourrais-je point la voir ? Hélas ! Mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. Vraiment, dit Mademoiselle Javotte, je suis de cet avis, prêtez votre habit à un vilain Cendrillon, comme cela. Il faudrait que je fusse bien folle. Cendrillon s'attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur eût bien voulu prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi se tint toujours auprès d'elle, et lui tint les discours les plus galants. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit. Elle s'enfuit aussitôt, aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put la joindre, et elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. Elle arriva fort essoufflée chez elle, sans carrosse, sans laquais, et avec ses méchants habits. Rien ne lui était demeuré de toute sa magnificence, qu'une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne, qu'une jeune fille fort mal vêtue, et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ses sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties, et si la belle dame y avait encore été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie quand il avait sonné minuit, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde, que le fils du roi l'avait ramassée, et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, qu'assurément il était bien amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elle disait vrai, car, quelques jours après, le fils du roi fit faire un cri de trompette, et fit savoir qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, puis aux duchesses, et à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant : « Que je vois si elle ne me serait pas bonne. » Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant très belle, dit que cela était juste, et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et, approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'il y entrait sans peine et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Sur quoi arriva sa marraine, qui ayant donné un coup de baguette aux habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ces deux sœurs la reconnurent pour la belle dame qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait faits. Cendrillon les releva, et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur, et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours.
On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était, il la trouva encore plus belle que jamais, et, peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses 2 sœurs au palais, et les maria dès le jour même à 2 grands seigneurs de la cour.